Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui va faire le lien entre tout ce que j'ai déjà pu aborder concernant l'énergétique. Je veux parler de l'eau. Pour celles et ceux qui viendraient pour la première fois sur cette chaîne, pour qui ce serait la première vidéo qu'ils regardent ici, eh bien je suis Angélique, énergéticienne, et j'ai à cœur de vous transmettre ce que j'ai pu découvrir, ressentir au cours de ces 10 dernières années en pratiquant l'énergétique plus particulièrement sur nos corps humains. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'eau que je qualifie, en ce qui me concerne, de matrice du vivant. Et vous allez voir pourquoi je la qualifie ainsi. C'est qu'à mon sens, elle a une place centrale dans la constitution de nos structures énergétiques. Donc nous allons voir ce que c'est que l'eau, qui est pourtant une substance des plus communes que l'on rencontre chaque jour dans notre vie, que l'on consomme, que l'on touche, dont on se sert, et qui est hautement malléable, qui ne dépend que du contenant qu'on va lui offrir pour prendre une forme. Et bien pourtant, cette eau qui fait partie de nos environnements quotidiens est ce qui nous donne la forme dans notre intériorité. Et c'est pour ça que je la qualifie de matrice du vivant. Je vais aussi définir ce terme de matrice qui, à mon sens, est important, mais parfois un peu mal compris. Arrêtons-nous tout d'abord sur l'eau, ce composé chimique qui est le plus présent autour de nous, en nous, qui est à la fois simple et complexe. J'aimerais qu'on se rappelle que notre corps, c'est plus de 90% d'eau dans sa composition. Donc c'est notre composant majoritaire d'un point de vue chimique, d'un point de vue organique. Et pourtant, on n'a pas forcément l'impression que cette eau est centrale pour nous-mêmes. Alors nous avons bien conscience qu'il faut consommer de l'eau de qualité, on y a été sensibilisés et nous y reviendrons. Mais pour autant, je pense qu'on n'a pas suffisamment conscience du pouvoir de l'eau dans notre corps, qui est notre composant majoritaire. Eh bien, ce composant chimique majoritaire, comme je le disais, est à la fois simple et complexe. Et surtout, il est en évolution permanente. L'eau évolue, elle prend des formes, mais aussi des propriétés différentes à chaque instant, en fonction de sa circulation, en fonction de ce qu'elle rencontre sur son chemin, que ce soit à l'extérieur, dans le cours des rivières, comme à l'intérieur, dans nos circuits que je qualifie d'énergétiques, mais qui sont aussi des circuits composés essentiellement d'eau. L'eau est donc en évolution permanente à l'intérieur et c'est ce qui fait que nous aussi, nous sommes en évolution permanente. Je vais aborder ce composé simple et complexe de manière centrale aujourd'hui parce que c'est notre composé actif qui fait le lien avec l'énergie dont j'ai longuement parlé dans d'autres vidéos qui, elle, est invisible, qui nous entoure, qui nous constitue, mais qui aussi nous entoure. Cette énergie, elle est invisible, impalpable. Elle traverse ce que j'ai qualifié dernièrement dans mes vidéos d'éther. Elle traverse l'éther, la couche éthérique qui nous entoure, une zone déjà un petit peu plus dense, mais qu'on ne perçoit pas pour la plupart d'entre nous. L'énergie qui traverse l'éther vient ensuite nous constituer et nous animer grâce à l'eau. L'eau est la première forme de densité qui traduit l'information que va embarquer l'énergie et qui va venir nous animer. L'eau, c'est ce composé actif qui nous constitue et qui traduit l'énergie qui nous anime. Elle est à la fois cette eau qui nous constitue, elle est donc constitutive, hein, c'est le premier terme qui la qualifie. Elle est aussi régénérative. Vous savez bien que l'eau, dans les circuits qu'elle anime, et notamment dans le plasma sanguin, se régénère. Et elle est aussi formatrice. C'est elle qui s'assemble avec d'autres éléments, notamment minéraux,
pour nous donner notre forme. Et donc, c'est la traductrice énergétique dans notre corps. Si je reprends donc cette symbolique qui vraiment donne sens à l'énergétique humaine, l'énergie, elle est présente partout autour de nous, libre, en circulation. Elle, à un moment, entre en contact avec l'éther, ce qu'on peut appeler le 5e élément. Je m'y suis déjà arrêtée, j'y reviendrai probablement dans d'autres vidéos. L'énergie embarque les informations éthériques pour à un moment rencontrer un premier élément fondamental, un élément chimique qui est l'eau. Et cet élément chimique va traduire l'énergie et les informations qu'elle embarque pour donner forme au vivant. Et donc cette eau, elle est centrale d'un point de vue énergétique, mais aussi dans notre corps, dans notre densité. Et c'est pour cela que je pense qu'il est très important de prendre conscience de sa place dans notre vie, dans le corps qui nous est accordé pour nous incarner et pour interagir, et aussi dans notre environnement. Donc cette eau, elle est constitutive, elle est régénérative et elle est surtout formatrice. C'est en cela que je la qualifie de matrice du vivant. C'est quoi une matrice? Eh bien une matrice, c'est comme un support, comme un milieu particulier, comme un moule, si vous préférez, dans lequel va se développer quelque chose. Pour ceux qui auraient fait un petit peu de mathématiques, une matrice en mathématiques, c'est ce qui permet de résoudre une équation, un système d'équations. Ce sont des cases dans lesquelles on place des chiffres et qui vont... ces cases permettent, cette grille si vous préférez, elle va permettre de résoudre un système d'équations. C'est ce qui en donne la solution. C'est comme une grille, vous voyez, formatrice. La matrice, on l'a utilisée aussi dans un langage un petit peu plus ancien pour définir la matrice utérine féminine. Eh bien, vous voyez, cette matrice utérine, c'est aussi quelque chose qui va constituer au moment de la procréation, qui va constituer le fœtus, qui va donner vie à un enfant. C'est donc un support ou un milieu où il y a tous les éléments qui vont ensuite donner forme. Et c'est comme un moule qui va générer un principe actif ensuite, et donc, en ce qui nous concerne, notre forme, notre corps. Et c'est en cela que l'eau, je la qualifie de matrice du vivant, car à mon sens, c'est elle qui nous donne forme, c'est la première forme densifiée de l'énergie qui vient se traduire pour nous animer. Cette eau qui participe à notre corps, à la constitution de notre corps, elle va transporter, mais elle va aussi assembler des éléments et elle va transmettre des énergies, des informations, et elle va faire le trait d'union entre l'invisible et le visible. C'est la première chose dense, palpable, dans le vivant. Pas simplement dans notre règne humain, mais aussi chez les végétaux ou chez les animaux. C'est donc le trait d'union entre l'invisible et le visible. Et c'est pour ça qu'elle me semble très importante à considérer, l'eau, en énergétique. Parce que jusqu'alors, je vous ai parlé essentiellement de choses invisibles, de l'énergie. L'énergie, c'est vrai que ce n'est pas forcément concret. C'est quelque chose qu'on sait important pour bouger, nous mouvoir, interagir, pour penser, pour animer nos corps. Mais pour autant, l'énergie, on ne la palpe pas. Pour qu'on en ait conscience, il faut qu'il y ait la manifestation d'une force. Et cette énergie, je l'ai couplée jusque-là à tout un ensemble d'informations. Je vous ai longuement parlé de l'invisible que j'ai associé à l'éther. Eh bien, l'énergie qui embarque les informations dans l'éther va diffuser ces informations grâce à l'eau. Et c'est l'eau qui matérialise ensuite le vivant, qui le concrétise, qui lui donne forme. C'est donc l'eau, ce que j'appellerais un décodeur énergétique de la matière, à la fois pour sa constitution, pour sa mise en forme, mais aussi pour son évolution.
car l'eau est évolutive. Et donc, elle va faire évoluer le vivant, la forme, et en l'occurrence notre corps. Elle permet, cette eau, de décoder l'énergie et les informations embarquées avec cette énergie grâce à ses propriétés. Et là, je ne vais pas vous faire un cours de chimie ou de sciences naturelles, mais j'aimerais quand même qu'on se rappelle que l'eau, c'est deux choses, mais en même temps deux choses qui peuvent se dissocier et s'assembler différemment. L'eau, ce sont deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. En chimie, la formule de l'eau, c'est H2O. Et ces deux atomes d'hydrogène et cet atome d'oxygène sont reliés par des liaisons atomiques pour former une molécule d'eau. L'hydrogène, l'élément hydrogène, lui, est polarisé positivement, pendant que l'atome d'hydrogène est polarisé négativement. Alors encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, donc ce n'est pas la peine d'essayer de creuser ces notions. C'est quand même pour vous sensibiliser au pouvoir hautement énergétique de l'eau, avec les deux polarités, avec l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. L'oxygène, c'est l'élément qui nous permet de respirer, souvenez-vous. Et l'hydrogène, c'est un élément chimique qui est caractéristique pour ses possibilités d'assemblage. C'est un élément qui ne demande qu'à s'assembler. Et en plus, dans l'eau, il y en a deux d'éléments hydrogène, deux atomes d'hydrogène hautement assemblables, comme deux jambes, ou deux bras si vous préférez, deux liaisons. L'eau, de par donc ses éléments et sa polarité, positive avec l'hydrogène, négative avec l'oxygène, est ce qu'on peut qualifier de un dipôle. C'est un dipôle de polarité qui est en même temps ionisant. C'est-à-dire que les éléments que l'eau va capter, avec lesquels elle va entrer en interaction, elle va pouvoir les transformer, diluer, les transporter et faire en sorte de leur donner une consistance énergétique. Alors, j'essaie d'employer des termes pas trop scientifiques pour ne perdre personne, mais l'eau, c'est ce solvant qui est très souvent utilisé en sciences, en médecine, pour transporter d'autres éléments et permettre de nouveaux assemblages. C'est un solvant, mais ce solvant est ionisant. Il renferme en plus des éléments hydrogène et oxygène qui sont polarisés, je le répète. En plus de ces deux éléments, la molécule d'eau est constituée d'énormément de vide. Et ce vide, il est en phase avec le vide dont je vous ai déjà parlé dans l'éther. Donc à l'intérieur de notre corps, grâce à l'eau qui nous constitue majoritairement, nous avons un ensemble d'éléments qui vont s'assembler, mais aussi être en résonance avec des éléments extérieurs de la même composition, en l'occurrence le vide éthérique. Donc l'eau est un dipôle ionisant, et c'est en cela qu'il a un haut pouvoir énergétique, ce dipôle, qui renferme du vide, qui lui est en phase. La phase est aussi une notion énergétique, et ce dipôle ionisant va être en phase avec le vide éthérique qui, lui, représente l'information invisible. Et cette eau, avec toutes ses propriétés, est conductrice. Elle permet de conduire l'énergie qu'elle traduit et elle va conduire une énergie qui se diffuse principalement dans l'eau, c'est l'électricité. Et donc l'eau est conductrice de l'électricité qui anime notre corps, qui est l'une des énergies dont je vous ai parlé, qui anime notre corps, et elle permet en même temps à cette électricité de transporter des informations, mais aussi de s'associer, de diffuser d'autres éléments, essentiellement des éléments minéraux.
Et donc, à travers toutes ces propriétés, l'eau, elle coopère avec les éléments de notre corps et avec l'énergie. Elle la conduit, mais aussi elle la catalyse. Et donc, elle nous donne forme. Alors, toutes ces propriétés, elles ont été développées par des scientifiques qui nous ont apporté énormément sur les pouvoirs de l'eau. J'en réfère ici essentiellement à Marc Henry, qui est un éminent professeur qui a exercé notamment à Strasbourg et qui nous a quittés en 2024, en novembre 2024, qui nous a laissé énormément de travaux sur l'eau et qui a qualifié l'eau de nos corps de morphogénique, dans le sens où c'est elle qui nous donne notre morphologie, qui nous constitue et qui est hautement évolutive. Alors je vous invite à aller écouter Marc Henry, qui est fascinant dans ses différentes conférences. Alors je vais jouer un petit peu avec le soleil, parce que le soleil parfois il est là, parfois il n'est pas là, mais on verra que le soleil c'est aussi une force importante qui peut entrer en interaction avec l'eau. Alors c'est pas pour rien si aujourd'hui il vient nous faire un petit clin d'œil avec sa lumière, donc je vais pas m'en cacher. S'il est là, eh ben, je vais essayer de jouer un petit peu avec lui, mais en tout cas je ne vais pas m'en priver. Je reviens à l'eau et au professeur Marc Henry qui nous a beaucoup apporté sur ce sujet et qui donc lui, Marc Henry, qualifie l'eau de morphogénique, cette eau qui alimente notre corps, lui donne sa constitution et le fait évoluer. Il pourra, si vous l'écoutez, vous apporter bien plus d'éléments sur le pouvoir de l'eau dans notre corps et toutes sortes de raisonnements scientifiques qui vous montreront que l'eau a un haut pouvoir énergétique dans notre métabolisme et dans notre constitution, dans notre physiologie. Donc, pour ce qui me concerne, je vais me contenter de ces notions qui sont déjà centrales, dans le sens où l'eau nous constitue, nous forme, elle transporte l'énergie en nous, elle coopère avec cette énergie, elle conduit un certain nombre d'éléments et elle catalyse, c'est-à-dire qu'elle est le support de toutes ces forces qui nous animent et qui nous constituent. Cette eau en nous, elle est conductrice, mais non pas à l'état pur. Ça n'est pas de l'eau pure qui va interagir avec l'énergie qui nous anime, c'est une eau conductrice qui est assemblée avec d'autres éléments. Et cette eau, elle renferme notamment des minéraux qui nous constituent. Alors, il suffit de quelques notions là de naturopathie ou quelques notions médicales pour nous souvenir que nous sommes constitués d'un grand nombre de minéraux. Eh bien, l'eau qui nous constitue, elle conduit, elle transporte un certain nombre de minéraux dans un état particulier qu'on appelle cristallin. Et ce sont ces cristaux minéraux qui sont électrosensibles au sein de l'eau, qui sont transportés par l'eau, ces cristaux, mais qui vont, eux, avoir des propriétés énergétiques particulières, extrêmement sensibles. Par un effet que je qualifie de piézoélectrique, notamment. Donc, rappelons-nous, comme je viens de vous l'expliquer, que l'eau conduit l'énergie, parce que l'eau est hautement conductrice, elle conduit notamment de l'électricité. Mais cette eau, elle est conductrice quand elle renferme des éléments, notamment minéraux, dans un état particulier, à l'état de cristaux. Les minéraux sont présents dans l'eau qui nous constitue sous forme de cristaux, et ces cristaux réagissent énergétiquement par leurs propriétés, d'abord piézoélectriques. Alors, c'est un terme que j'emploie depuis peu, mais qui me semble important. La piézoélectricité, c'est cette énergie qui provient de la réaction des cristaux, de par leurs propriétés particulières, on va le voir après. Les cristaux vont réagir par pression de l'énergie extérieure et vont aussi diffracter ensuite de l'énergie par leur composition intérieure.
La notion de cristal est très importante en énergétique, on va le voir aussi parce qu'elle renferme des informations. Le cristal peut contenir des informations. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que ces cristaux qui sont dans l'eau et qui la rendent conductrice vont réagir avec l'électricité qu'elle transporte et vont diffuser de l'énergie de par leurs propriétés, de l'énergie qui va être propagée par l'eau. Les cristaux circulent dans l'eau, hein, mais ils peuvent aussi se former dans l'eau. Il y a aussi dans notre corps ce qu'on appelle des biocristaux, qui par l'assemblage permis par l'eau, de par ses propriétés, ses atomes d'hydrogène notamment, qui forment des liaisons avec d'autres éléments, eh bien, les minéraux qui sont transportés par l'eau vont pouvoir former des cristaux à l'intérieur de notre corps. Donc l'eau transporte des cristaux, des minéraux du fait de ce qu'on lui apporte, notamment par notre alimentation, mais aussi par notre respiration. L'eau va embarquer un certain nombre de minéraux, mais elle peut aussi en constituer grâce à ses propriétés atomiques, et notamment grâce aux liaisons formées par l'hydrogène qu'elle renferme. Donc l'eau, dans notre corps, transporte et constitue des cristaux dont les propriétés énergétiques sont très intéressantes parce qu'ils vont pouvoir diffuser, amplifier, diffracter de l'énergie et aussi les informations qu'ils peuvent contenir. Ces cristaux que transporte l'eau, que conduit l'eau dans notre corps, ils ont une structure particulière, et c'est en cela d'ailleurs qu'on les qualifie de cristaux, c'est qu'ils ont une structure régulière, hexagonale, qui les rend hypersensibles. C'est surtout la régularité de cette structure, la régularité de la structure cristalline, qui fait qu'ils sont hautement sensibles et énergétiquement puissants, qu'ils vont diffuser de l'énergie. Ils renferment de l'information, les cristaux, et ils diffusent de l'énergie, ils propagent de l'énergie. L'eau transporte ces cristaux, mais elle a même, maintenant, grâce à certaines recherches, on a découvert qu'elle avait même, elle-même, cette eau, des propriétés cristallines. C'est là un autre chercheur, alors le professeur Marc-Henri en parle de cette propriété cristalline de l'eau, mais c'est un autre chercheur qui cette fois-ci nous apporte aussi beaucoup d'informations sur les propriétés de l'eau cristalline, c'est Gérald Pollack, qui est un chercheur en bio-ingénierie, en ingénierie du vivant si vous préférez, en ingénierie médicale. Gérald Pollack, depuis le début des années 2000, nous a apporté beaucoup d'informations sur la structure de l'eau quand elle est au contact d'autres éléments et aussi quand elle est au contact de zones particulières comme par exemple dans nos membranes cellulaires. Eh bien, cette eau qui vient au contact d'autres éléments, elle va prendre des propriétés différentes. C'est ce que qualifie Gérald Pollack d'une eau de zone ou d'une eau hexagonale qui devient une eau un peu plus épaisse, comme un gel, et qui va permettre de nouveaux assemblages, justement, qui va donc être réactive et sensible. Eh bien, cette eau, elle nous constitue. Elle est présente en permanence, oui, dans nos cellules, mais entre nos cellules et aussi dans nos différents circuits. Elle est ce qui nous constitue, cette eau, et qui est au contact de différents tissus, de différents éléments dans notre corps qui vont permettre des assemblages et des transferts d'énergie à l'intérieur de notre corps. Cette eau de zone, Gérald Pollack la qualifie aussi de quatrième état de l'eau, au-delà de l'eau solide, liquide et gazeuse. Il considère maintenant un quatrième état de l'eau au contact de certaines zones qui en font une eau spécifique avec des propriétés hautement sensibles qui vont lui permettre de s'assembler et de diffuser de l'énergie, de constituer des assemblages hautement énergétiques. Cette haute zone,
eau de zone, j'y reviens après parce que c'est un jeu de mots qui n'est pas anodin, cette eau qui se constitue au contact de différents éléments dans notre corps et notamment au niveau des membranes cellulaires, présente une tension qui favorise les assemblages et qui rend l'eau cohérente. Vous voyez que ça aussi, c'est un terme énergétique que j'emploie régulièrement, puisque je considère que ce qui est avant tout important dans nos corps, c'est la cohérence énergétique. La résonance, mais aussi la cohérence. Eh bien, ce qui nous donne notre cohérence énergétique, c'est l'eau qui nous constitue essentiellement et qui prend une certaine cohérence au contact d'autres éléments et d'autres composants de notre corps. Elle nous donne corps, elle nous donne forme, et ensuite, quand elle circule, au contact de certaines zones, elle prend une tension qui lui donne une cohérence. L'eau qui nous anime, cette eau morphogénique. Et donc, l'eau qui circule en nous est le principal conducteur de l'énergie dans notre corps physique. Je vais m'arrêter juste un instant là sur quelque chose qui du coup est légitimé par toutes ces propriétés de l'eau et par l'eau qui nous constitue majoritairement, c'est l'acupuncture. Si on réfléchit à l'acupuncture, c'est une thérapie très subtile et intelligente parce que le praticien va venir à l'aide d'un métal piqué à certains endroits caractéristiques du corps, sur des circuits qui correspondent, qui sont en cohérence avec les méridiens dans la médecine chinoise, mais qui sont aussi en cohérence avec les circuits que j'ai pu présenter sur les petits schémas que je vous ai mis à l'écran dans ma dernière vidéo. Les aiguilles de l'acupuncteur viennent impacter des circuits très précis dans le corps humain et elles sont assez longues, ces aiguilles, pour celles et ceux d'entre vous qui auraient déjà bénéficié d'une séance d'acupuncture. Elles sont assez longues pour aller au contact de l'eau qui circule dans notre corps. Et quand elle vient au contact de l'eau, elle va interférer avec l'énergie que transporte l'eau. Et ça va former d'ailleurs une zone de contact, cette aiguille avec l'eau, et ça va donc permettre certaines réactions énergétiques grâce à cette eau de zone et aussi l'électricité que transporte l'eau morphogénique qui nous anime. Donc l'acupuncture vient stimuler une réaction énergétique au contact de l'eau qui circule en nous et qui embarque des informations et des courants énergétiques. Relativement facile à comprendre du coup l'acupuncture quand on comprend toutes ses propriétés et notamment l'importance de l'eau qui circule dans notre corps et qui embarque des flux énergétiques. On vient stimuler par ces petites aiguilles, ces métaux qui vont entrer en réaction avec l'eau et l'énergie qu'elle transporte pour stimuler des circuits énergétiques à l'intérieur de notre corps. Intéressant. Cette eau de zone dont je parle tout à l'heure en 3 mots, eau de zone, la zone qui vient au contact de l'eau, eh bien on peut la regarder comme une espèce de condensation dans l'eau, dans une espèce de condensat qui stimule certaines propriétés énergétiques, certaines manifestations dans la forme. C'est une eau qu'on peut qualifier de condensée, de première densité, qui nous donne ensuite notre forme et qui anime notre intériorité. Alors, petit clin d'œil avec cette eau de zone, si cette fois je l'écris eau, plus loin de, DE, et plus loin zone. Eau de zone, si on condense un petit peu, ça fait ozone. Vous savez, cette couche d'ozone dont aujourd'hui on ne nous parle plus, mais dont on nous a souvent parlé comme quelque chose qu'on était en train de dégrader par nos émanations. On ne nous en parle plus aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est particulier, mais pourtant on nous a bien demandé d'y faire attention. Si j'y reviens à cette ozone, cette couche d'ozone, eh bien ce bleu du ciel, c'est peut-être cette première condensation qui a donné forme aux vivants sur Terre. Avec l'énergie
qui circule librement au-delà, qui est toujours ici, dans l'atmosphère, puis l'éther, qui a permis à cette énergie de commencer à titiller la densité, et l'ozone, ou l'eau d'ozone, qui a donné forme au vivant. Vous voyez, moi je vois ça comme des filtres progressifs, l'énergie qui à un moment entre en contact avec l'éther, la couche éthérique de la Terre, l'éther, qui ensuite vient au contact de l'eau ou de l'ozone, de l'eau d'ozone, qui va permettre cette eau de zone de donner la forme, la densité au vivant. Eh bien, c'est pareil dans notre corps. L'énergie, elle est présente partout autour de nous. Nous avons une enveloppe éthérique qui permet de filtrer cette énergie. Et ensuite, c'est au contact de l'eau qui nous constitue majoritairement que l'énergie nous donne forme, nous permet d'évoluer, de grandir, d'être ce que nous sommes, d'être animés de l'intérieur et aussi de nous régénérer. Voilà qui est fondamental en énergétique et c'est pour ça que j'aborde aujourd'hui ce sujet de l'eau comme quelque chose de central. Mais pas n'importe quelle eau, l'eau cristalline qui à la fois transporte les cristaux des minéraux qui nous constituent, mais aussi permet de constituer des minéraux et qui elle-même a cette propriété d'être cristalline en ce sens que cette eau de zone, elle est elle aussi de forme hexagonale, comme un cristal. J'en parlerai encore longuement ultérieurement, très certainement, parce que l'eau, pour moi, c'est un sujet central. Mais toutes ces informations, vous pourrez aussi les retrouver dans mon ouvrage qui sera diffusé dans quelques jours sur toutes les grandes plateformes de distribution, mais aussi dans les librairies dans lesquelles vous souhaiterez peut-être le commander. Dans mon ouvrage, il y a toute une partie sur l'eau, parce que c'est un principe énergétique central qui nous anime. C'est cette eau qui est la première densité qui constitue notre corps, et d'ailleurs nous sommes formés majoritairement d'eau. Eh bien, c'est cette eau qui transporte essentiellement l'énergie qui nous anime, et notamment l'électricité. Alors c'est vrai qu'en énergétique, on vous parle énormément de magnétisme, beaucoup moins d'électricité, mais à mon sens, ce qui est transporté comme énergie par l'eau, c'est avant tout de l'électricité. Et c'est notamment grâce à la piézoélectricité que les cristaux qui nous constituent apportent leurs propriétés et diffusent, diffractent de l'énergie. Vous voyez que tout ça, c'est un ensemble de connaissances qui sont là depuis longtemps, mais dont on ne nous parle pas forcément dans la constitution de notre corps. On l'aborde en physique, on nous en parle dans différentes sciences, mais pas forcément en énergétique. Et pour autant, je pense que c'est le cœur de l'énergétique humaine. Toutes ces connaissances, elles étaient là. Une fois qu'on les assemble et qu'on essaie de les intégrer, on comprend qu'en fait, c'est l'essence du vivant. Alors, je vais aussi aborder l'eau comme... on va parler de l'eau maintenant comme détentrice d'informations. On parle souvent en énergétique de travailler sur les mémoires, d'essayer de se libérer de certaines mémoires, de travailler sur le transgénérationnel. Eh bien, tout cela, ça s'explique grâce à la présence de l'eau dans notre corps. Parce que l'eau, c'est elle qui renferme l'information, et notamment les cristaux de l'eau, qui sont ces détenteurs de mémoire. Dans la nature, le cristal, il renferme des mémoires. D'ailleurs, pour ceux qui aiment lire certaines histoires sur des civilisations disparues, c'est souvent dans les cristaux que l'on retrouve les mémoires de ces civilisations. Et pour ceux qui travaillent en lithothérapie, vous savez combien les mémoires des cristaux sont fondamentales. Je vais me contenter, moi, du pouvoir de l'eau. Je ne suis pas une spécialiste des cristaux en lithothérapie, mais je suis bien consciente de l'importance de la structure cristalline de nos corps. J'aimerais faire un petit détour par alors c'était un homme d'affaires, du coup il n'a pas forcément percé dans le domaine scientifique, on l'a assez peu pris au sérieux, mais cet homme d'affaires qui est Masaru Emoto a produit un ouvrage sur la cristallisation de l'eau. Il a produit un ouvrage avec des photos magnifiques sur les cristaux de l'eau en fonction
ces cristaux s'étaient formés, selon lui, différemment selon l'environnement dans lequel l'eau était positionnée et selon l'impact que l'on avait pu avoir d'un point de vue environnemental sur l'eau. Il a donc photographié cet homme d'affaires, c'est un japonais, hein, un auteur japonais, qui nous a fourni un ouvrage très intéressant, je crois qu'il date de 2001, son ouvrage, avec toutes les photos de cristaux de l'eau, où on pouvait voir cette structure très particulière, cette structure cristalline de l'eau, qui selon l'environnement dans lequel l'eau se trouvait, avait vraiment des propriétés très caractéristiques et des formes très caractéristiques. Il avait constaté que l'eau se cristallisait selon ce avec quoi elle avait été en contact, ce avec quoi elle avait interagi. Et donc, selon lui, l'eau imprimait des informations avec lesquelles elle était entrée en interaction. Alors, il ne l'a pas démontré, et puis ces photos ont été hautement sélectionnées, il a été remis en cause et pas forcément pris au sérieux. Mais pourtant, ces photos sont très intéressantes, car l'eau cristallise de manière différente selon ce qu'elle a vécu, cette eau. Et donc, on peut supposer qu'à l'intérieur de notre corps, il en est de même. Les cristaux qui nous constituent, les biocristaux ou les cristaux que l'eau embarque, peuvent prendre très certainement des formes différentes selon ce qu'ils vont rencontrer sur leur chemin à l'intérieur de notre corps ou même selon les informations environnementales qui impactent notre corps. Donc, juste un petit clin d'œil à Masaru Emoto, mais si vous en avez l'occasion, allez voir ces photos, elles sont magnifiques. C'était au début des années 2000. Ces photos, elles viennent nous rappeler les travaux d'un autre chercheur qui, lui, était inséré à l'INSERM quand même en France, mais qui a été contesté ensuite parce qu'il avait aussi des intérêts dans un laboratoire pharmaceutique et un laboratoire homéopathique. Ce chercheur français auquel je fais référence là sur les cristaux et sur l'information de l'eau, c'est Jacques Benveniste, qui a aussi collaboré avec un autre chercheur disparu plus récemment, qui est Luc Montagnier, qui était lui un chercheur médical. Hein. Ces deux personnes, Benveniste et Montagnier, ont eux aussi réfléchi au pouvoir de l'eau et à l'information qu'elle renferme. Ils ont notamment travaillé sur le pouvoir de l'homéopathie et sur la dilution homéopathique. Jacques Benveniste, dans les années 80, nous disait déjà que l'eau renferme des informations sans pour autant que soit encore présente la molécule qui l'a informée. C'est très intéressant, hein. Et c'est là que s'explique le pouvoir de l'homéopathie à travers sa dilution. L'info serait encore présente dans l'eau sans pour autant que la substance qui l'a informée soit physiquement présente. Très intéressant. Ça veut dire que l'eau garde cette information, très certainement, dans les cristaux qu'elle transforme, qu'elle transporte, ou du moins qu'elle constitue. L'eau est informée. C'est ça qui m'intéresse en énergétique. Oui, l'eau est informée. Alors, elle est informée très certainement par les éléments qu'elle rencontre. Elle garde l'information de ces éléments, comme en homéopathie, où on va venir diluer des éléments, les diluer tellement à un moment que ces éléments ne sont plus présents, mais l'eau conserve l'information. C'est en cela que l'homéopathie présente un intérêt dans ces traitements. Mais l'eau renferme certainement aussi une information du fait qu'elle est constituée essentiellement de vide. Rappelez-vous, je vous ai dit au début de cette intervention que l'eau, c'était des atomes d'hydrogène, d'oxygène et beaucoup de vide autour pour constituer cette molécule. Et bien, dans ce vide, qui est en résonance avec le vide éthérique, il y a aussi des informations qui, cette fois, sont échangeables avec l'extérieur, puisque le vide de nos molécules d'eau serait en résonance avec le vide éthérique. Ça veut dire que des informations peuvent s'échanger entre l'éther de l'eau et l'éther extérieur. Donc l'eau a plusieurs sources d'informations qu'elle peut conserver, transporter, et qui donc, ces informations, se baladent dans notre corps. C'est ce qu'on peut appeler les mémoires de l'eau. Et du coup, on comprend
que notre corps renferme des mémoires, non seulement par notre eau constitutive qui nous a donné forme, mais aussi par le vide qui constitue l'eau et qui peut très certainement être impacté par les informations éthériques. Du coup, notre eau, dont nous sommes majoritairement constitués, renferme énormément d'informations, de mémoires qui circulent dans notre corps et qui peuvent à certains moments nous impacter. C'est là où on va dire en énergétique, il faudrait nous libérer d'une mémoire transgénérationnelle ou d'une mémoire informationnelle qui ne nous appartient pas. Eh bien, ça devient logique. Si ces mémoires sont transportées par l'eau et que l'eau en plus est en interaction en permanence avec l'énergie qui nous anime, eh bien, effectivement, à un moment, certaines mémoires peuvent bloquer, interagir avec les éléments qui nous constituent et nécessiter qu'on s'en libère, psychologiquement, mais aussi physiquement. Donc vous comprenez que l'eau a vraiment un intérêt dans toute la compréhension que nous avons en énergétique du corps humain, en interaction évidemment avec l'invisible et l'énergie et l'information qui nous entoure. Le vide qui constitue la molécule d'eau, en plus des autres éléments, va capter des informations environnementales comme les émotions, les échanges verbaux que nous pouvons avoir au quotidien, les échanges relationnels, et ce vide encode des mémoires dans l'eau de notre corps qui vont ensuite circuler, parfois durer, parfois se diluer, mais aussi parfois s'enquister, bloquer, s'engrammer. Et il sera nécessaire dans ce cas-là de les évacuer. Et c'est là qu'on peut se faire aider d'un énergéticien ou d'une énergéticienne. L'eau, elle renferme des infos de par sa structure cristalline, de par les cristaux qu'elle draine, qu'elle constitue, mais aussi de par le vide qui la constitue elle-même, cette eau, et qui est en interaction avec le vide éthérique. Donc vous voyez que l'eau en énergétique, elle est fondamentale à conscientiser, à considérer. L'eau, c'est notre première densité, c'est ce qui constitue avant tout notre corps, c'est ce qui nous donne forme et c'est ce qui nous fait évoluer. Donc on va devoir veiller à sa qualité, veiller à sa bonne circulation, et c'est elle qui va nous aider en énergétique parfois à nous libérer de certains blocages. Alors, si on veut prendre soin de notre énergie, il faut avant tout prendre soin de l'eau qui nous constitue et que nous ingérons. Nous avons bien conscience, nous y sommes bien sensibilisés depuis plusieurs années à la qualité de l'eau que nous ingérons, que nous buvons chaque jour. Mais pour autant, ce n'est pas facile de s'assurer que l'eau que nous buvons, que nous apportons à notre corps au quotidien, qui nous permet de régénérer nos circuits intérieurs, il n'est pas évident de savoir si c'est une eau de qualité. On a bien aujourd'hui plusieurs systèmes, les osmoseurs, les carafes, les filtres, qui nous permettent de réfléchir à ce que nous allons boire. Mais pour autant, comment être sûr qu'il s'agit d'une eau de qualité? C'est pas si évident que cela. Et pourtant, l'eau, c'est ce qui anime nos circuits intérieurs avant même encore le système nerveux. On a tendance à penser que le système nerveux est le premier système informationnel de notre corps. Eh bien moi, en tant qu'énergéticienne, j'ai tendance à penser que les circuits d'eau sont tout aussi importants que nos circuits nerveux. Alors quand j'entends circuits d'eau, ce sont les circuits sanguins, mais aussi les circuits lymphatiques, tout le fonctionnement cellulaire et intracellulaire où l'eau est présente. Tous ces circuits où l'eau est présente, je pense que ce sont les premiers circuits informationnels internes à notre corps. Et on a intérêt à les bichonner, à en garantir la qualité pour notre confort, pour notre bien-être et pour notre évolution, ne serait-ce que pour notre régénération et notre bon vieillissement, entre guillemets. Alors, la qualité de l'eau qu'on va apporter à notre corps, comme je le disais, est importante, donc il faut qu'on s'en soucie, il faut qu'on essaie d'apporter une eau de qualité
au cours de notre alimentation, au cours de nos journées. Mais il y a aussi d'autres petites recettes, enfin d'autres éléments qui sont hyper importants pour garantir le dynamisme de l'eau, parce qu'en fait c'est ça qui est important, c'est de nous assurer que l'eau que nous ingérons est toujours une eau dynamique, qui permet à notre corps de bénéficier toujours d'une énergie de qualité qui va lui permettre de se régénérer, d'évoluer, de se reconstituer. Eh bien, cette dynamisation de l'eau, elle peut être assurée, elle peut être, on peut la surveiller, on peut l'améliorer, voilà, c'est le terme que je cherchais. On peut améliorer la dynamisation de l'eau qui nous constitue grâce à quelques petits éléments, quelques grands éléments, même, je vais dire quelques principes à respecter. Le premier, c'est le mouvement. L'eau est dynamique dès lors qu'elle est en mouvement. On le voit bien à l'extérieur, un torrent, une rivière qui bouge va avoir une eau de meilleure qualité qu'une eau croupie dans une flaque. Vous en êtes bien conscient. Donc le mouvement est un principe de dynamisation de l'eau. Eh bien, à l'intérieur de notre corps, c'est pareil. Alors, notre corps, il faut le mettre en mouvement pour que l'eau soit elle aussi en mouvement. C'est ce qu'on a pu déjà interpréter à travers le retour veineux, le fait qu'on ait besoin d'une circulation sanguine dynamique pour être sûr d'avoir un corps en bonne santé à l'intérieur. Eh bien, c'est ça le principe aussi. C'est que ce dynamisme des circuits corporels apporte aussi une eau dynamisée et donc de meilleure qualité qui va pouvoir être constitutive, enfin, venir au contact et constituer des éléments de meilleure qualité à l'intérieur de notre corps. Ça, c'est une première forme de dynamisation de l'eau par le mouvement. Une autre forme de dynamisation de l'eau, et il y en a certains parmi vous qui connaissent très certainement, c'est l'interaction de l'eau avec la lumière. Eh bien oui, la lumière peut dynamiser l'eau. Il y en a d'ailleurs qui vont faire de l'eau dynamisée en l'exposant à la lumière du soleil. Eh bien oui, nous avons besoin de lumière et avant tout de lumière naturelle pour dynamiser l'eau qui nous anime. Donc aujourd'hui, vous voyez, je joue avec. Le soleil est présent, ne nous en privons pas. C'est la première lumière naturelle et elle entre en interaction de par ses photons. Alors c'est encore un tout autre sujet, mais j'en parlerai une autre fois. Nous sommes aussi animés par des biophotons qui nous proviennent de la lumière naturelle. Et donc ces photons lumineux viennent en interaction avec l'eau pour la dynamiser. Ne nous en privons pas. Je joue un petit peu. C'est pas facile de rester dans la lumière du soleil pour rester avec vous à l'écran, mais le soleil, la lumière, notamment la lumière naturelle, sont aussi des dynamiseurs pour notre eau corporelle et pour l'énergie qu'elle draine. Et puis ensuite, ce qu'il faut aussi veiller pour avoir une eau dynamique, une eau corporelle dynamique et donc une eau hautement énergétique, ce sont les éléments qu'on apporte à notre corps par notre alimentation, qui vont ensuite se diffuser au sein de notre corps à travers différents minéraux. Le zinc, le potassium, le magnésium, le potassium, le fer. Vous connaissez bien tout ça pour ceux qui s'intéressent à la qualité de leur alimentation. Et tout ça, ce sont des principes énergétiques. Je fais attention à mon alimentation, je veille à toujours bénéficier d'une qualité de lumière, je me mets en mouvement, je bois une eau de qualité. Tout ça, ce sont des principes énergétiques. Ça fait partie de l'énergétique humaine à laquelle je vous sensibilise à travers toutes ces vidéos. Et maintenant que je vous ai expliqué que l'eau, elle était importante dans notre corps pour ses propriétés cristallines, peut-être que vous pouvez aussi comprendre qu'il est important de purifier de temps en temps notre corps, tout comme ceux qui sont sensibles à la lithothérapie vont purifier leurs cristaux. Puisque nous avons une structure cristalline grâce à notre eau corporelle, à l'eau énergétique qui nous anime, eh bien, essayons d'en améliorer sa qualité en nous purifiant, en respectant cette structure cristalline.
Et pour terminer, cette vidéo que je ne veux pas trop longue, pas trop embrouillante, parce que je sais que de vous apporter trop d'informations, à travers une seule, vidéo, ça va aussi vous embrouiller. J'ai bien conscience que trop d'informations tue l'information, je vous l'ai souvent dit. Donc je ne vais pas, vous abreuver de davantage d'éléments sur ce sujet de l'eau, mais pourtant, il y en a encore beaucoup à dire. Mais pour terminer cette vidéo, j'aimerais aussi, parce que c'est quand même, mon cœur de ce qui m'anime, hein, mon cœur de métier, on va dire ça. J'aimerais aussi vous mettre en lumière le fait que cette structure cristalline de notre eau corporelle, eh bien, ce sont les premières émanations que l'on ressent du corps physique quand on travaille en énergétique. C'est ce que capte l'énergéticien. Dans une des précédentes vidéos, je vous ai dit que je n'étais pas obligée d'entrer au contact avec le corps physique de la personne qui vient me consulter. Je peux me contenter de rester dans son corps éthérique. Oui, c'est déjà là que j'ai beaucoup d'informations. Mais maintenant, quand j'entre en contact avec le corps physique d'une personne qui vient me consulter, eh bien, les émanations que j'en ressens, ce sont les émanations cristallines de ce corps physique. Comme un cristal, votre corps physique rayonne, répand des informations, des énergies à l'extérieur. Et ce sont ces émanations cristallines que va ressentir l'énergéticien, qu'il va capter, ces champs électromagnétiques qui sont émanés de la structure cristalline de notre corps, provenant essentiellement de l'eau qui nous constitue. Nous allons capter les champs électromagnétiques et ce sont eux avec lesquels nous allons interagir pour réguler l'énergie du corps, apporter harmonie ou vitaliser le corps physique. Alors, quand on souhaite bénéficier d'une séance énergétique pour bénéficier d'une régulation énergétique optimale, eh bien l'hydratation, elle est fondamentale. Après, souvent, à la fin d'une séance, quasi systématiquement même à la fin d'une séance énergétique, je conseille aux personnes qui viennent bénéficier de ces séances de boire, de bien boire pour drainer, pour évacuer les mémoires, c'est comme ça que je leur explique, pour régénérer leur circuit interne. Mais cette hydratation, elle est fondamentale après pour évacuer, régénérer, mais elle est aussi fondamentale en amont, quand vous venez me consulter, quand vous allez consulter un énergéticien, pensez à bien vous hydrater préalablement avec une eau de qualité, car ce sont les émanations cristallines, notamment de l'eau de votre corps, que nous allons ensuite percevoir et avec lesquelles nous entrons en interaction pour réguler votre énergie vitale. L'eau, c'est fondamental. L'hydratation en énergétique, c'est quelque chose de central. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur l'eau, notre matrice du vivant, la source de notre structure énergétique. Je répondrai bien volontiers, comme d'habitude, à toutes vos questions, ici en commentaire ou par le biais de mon site, que je remettrai en lien, sur lequel vous pouvez déposer un message, ou encore par le biais de mon adresse mail. Je répondrai à toutes vos questions et je viendrai bien volontiers faire une vidéo complémentaire si vous le souhaitez. Pour l'instant, je vous souhaite une très belle journée dans l'énergie de ce jour avec cette lumière qui, je l'espère, vous inonde comme elle me réchauffe moi-même. Belle journée.